Un matin, deux chiffres se sont heurtés et ont fait vaciller le Sahel dans un silence tendu. En à peine quelques heures, un convoi blindé a révélé l'écart profond entre des décennies de promesses dispersées et la réalité concrète vécue sur le terrain, renversant une logique que beaucoup croyaient immuable. Que signifie réellement, pour ceux qui observent à distance, ce tournant désormais associé au nom d'Ibrahim Traoré? Et jusqu'où cette rupture peut-elle redessiner la compréhension même du Burkina Faso? Une bascule brève, presque sèche, mais lourde de conséquences durables. Ce récit fait une promesse claire. Dévoiler comment un changement décrit comme purement technique a, en réalité, déplacé les lignes d'un équilibre régional longtemps figé. Le bénéfice pour le lecteur se condense en une dizaine de mots. Comprendre comment une décision souveraine peut redessiner une trajectoire entière. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque implicite, celui de passer à côté de l'essentiel si l'on observe le Sahel uniquement à travers les récits institutionnels et leurs angles souvent réducteurs. À mesure que les semaines s'écoulent, l'écart entre les annonces officielles et les effets tangibles devient un signal d'alarme pour quiconque suit les dynamiques de sécurité, d'aide internationale ou de recomposition géopolitique. Un micro-hook s'impose alors. Si un pays longtemps perçu comme fragile parvient à renverser en quelques heures une logique vieille de plusieurs décennies, que deviennent les certitudes qui structuraient jusqu'ici les capitales étrangères? C'est la hauteur de cet enjeu, diplomatique, opérationnel et psychologique, qui fixe les stakes de ce récit. La première révélation surgit immédiatement, deux chiffres suffisent à exposer un décalage majeur, des milliards dépensés pour des résultats presque imperceptibles. La seconde renforce le contraste. En quelques heures seulement, l'arrivée d'un convoi blindé a produit un impact psychologique plus profond que 20 années d'initiatives internationales, un point de bascule désormais indissociable du nom d'Ibrahim Traoré. Ce double constat installe le cadre nécessaire pour comprendre la rupture en cours. Pendant des décennies, la sécurité du Burkina Faso et de ses voisins reposait sur un ensemble fragmenté d'aides, de programmes épars et de matériel souvent obsolète. Les villages continuaient de disparaître sous la pression des attaques, tandis que les conférences internationales se succédaient sans jamais modifier la vie quotidienne. Les budgets se contractaient, les promesses s'accumulaient, mais la réalité restait inchangée. Dans ce paysage figé, la rupture apparaît d'abord comme un détail. Aucune déclaration solennelle, aucune délégation étrangère, seulement des machines neuves franchissant les portes du ministère de la Défense. Leur présence matérialisait une idée longtemps étouffée, celle qu'un État sahélien pouvait décider, investir et agir sans attendre l'arbitrage de centres de pouvoir extérieurs. Ce changement de rythme a provoqué une onde immédiate dans les chancelleries de Bruxelles, Paris ou Washington. Les notes internes ont tenté de comprendre comment un pays considéré comme vulnérable avait pu déplacer autant de lignes sans fracas ni confrontation directe. C'est dans cette brèche que la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée, non comme symbole d'opposition, mais comme acteur capable de capter un moment historique et de l'orienter. À partir de cette mini-révélation, la dynamique devient lisible. Une initiative locale, apparemment technique, déclenche une recomposition qui oblige observateurs, partenaires et décideurs à revoir leurs repères. L'avant et l'après cessent d'être une construction discursive. Ils deviennent une différence observable, ancrée dans des effets concrets qui percent à travers la routine institutionnelle. Un officier burkinabé sert ici de fil conducteur pour rendre tangible la portée de la rupture décrite précédemment. Avant l'arrivée du nouveau matériel, il commandait une unité contrainte de réparer des véhicules vieillissants en démontant d'autres carcasses et dont chaque déplacement dépendait d'autorisations lentes et de moyens improvisés. Les alertes dans le nord se transformaient alors en négociations logistiques, où la chaleur, l'usure ou les pannes dictaient la durée réelle des opérations. Rien ne ressemblait à une action planifiée. Tout relevait d'un bricolage permanent. Le premier micro-case se situe dans cette routine contrainte. Une alerte tombe, l'unité tente de se mettre en route, un camion réaménagé cale 3 fois avant de quitter la base, les délais s'étirent, l'objectif initial se dérobe. L'efficacité opérationnelle se dissout dans les obstacles techniques. Le second micro-case apparaît au moment où les premiers VN2B sont reçus dans la base de Kaya. Les pilotes découvrent des suspensions modernes, des capteurs jusque-là inconnus,
une mobilité fluide qu'ils n'avaient plus connue depuis des années. Les rapports internes décrivent des essais répétés, une montée progressive en réactivité et une réduction tangible du temps de réponse. Rien de spectaculaire, mais une accumulation de petites ruptures cohérentes qui redessinent la capacité réelle de l'équipe. Ces effets précoces se diffusent ensuite dans l'ensemble du dispositif. Les soldats saisissent que le changement n'est pas symbolique mais opérationnel et que la nouvelle dynamique repose autant sur l'acier que sur la maîtrise technique locale. Le fil conducteur montre ainsi comment une modification présentée comme simple modernisation ouvre en réalité une marge d'action élargie, perceptible dès les premiers gestes du terrain, et suffisante pour interroger la suite. La rupture commence volontairement dans le silence. Aucun communiqué, aucune anticipation, aucun cadrage institutionnel. Juste une colonne de véhicules quittant les hangars de Narinco avant l'aube, avançant sur les pistes sèches du Sahel, puis se présentant aux portes de Ouagadougou avec une précision presque mécanique. Ce simple déplacement agit comme un déclencheur. Un pays peut décider sans attendre. L'effet immédiat se mesure moins dans le fracas que dans la stupeur discrète de ceux qui observent la scène, conscients qu'un geste minimal peut parfois contredire 20 ans de dépendance opérationnelle. Le trigger se déploie en quelques minutes. Les soldats, longtemps habitués aux camions usés et réaménagés, découvrent des systèmes SR5 encore luisants. Les premiers instants ressemblent à une transition technique, mais le symbole échappe rapidement au contrôle du protocole. Chaque roue franchissant le portail du ministère fissure un ordre établi, un ordre qui reposait sur l'idée implicite que la modernisation devait toujours passer par une médiation extérieure. La chaîne de dépendance, tissée au fil des années, se dessert d'un cran, imperceptible pour certains, net pour d'autres. C'est dans ce moment suspendu que le nom d'Ibrahim Traoré commence à circuler dans les notes internes de plusieurs chancelleries, non comme figure d'opposition, mais comme point de référence d'un virage inattendu. Quand la climax phase s'ouvre, le dispositif s'accélère. Les premiers essais des VN22B montrent une mobilité que les unités locales n'avaient plus connue depuis longtemps. Les pilotes apprennent à manier des suspensions neuves, à gérer des capteurs modernes, à exploiter une réactivité retrouvée. Les réseaux militaires internes se remplissent de rapports concis, montée en capacité, meilleure tenue de route, réduction du temps de réponse. Ce ne sont pas des victoires spectaculaires, mais des signaux précis. Et dans une région marquée par des années d'attente, les signaux comptent autant que les résultats. Le point culminant survient à Kaya. Un exercice conjoint, organisé dans l'urgence, rassemble plusieurs unités burkinabées pour tester la rapidité du nouveau dispositif. L'armée réagit en quelques heures, là où il fallait autrefois compter en jours. Cette seule différence suffit à produire une onde plus large que prévu. Les partenaires extérieurs demandent des explications. Les institutions régionales s'agitent. Dans certains villages, les habitants affirment entendre un son différent, comme si le moteur lui-même signifiait une présence réelle plutôt qu'un passage symbolique. La résonance psychologique circule plus vite que les véhicules. L'aftershock se déploie ensuite par couches successives. À Paris et à Washington, les rapports s'empilent autour d'une même interrogation. Comment une transition sans fracas, sans tir, sans déclaration, a-t-elle pu déplacer autant de plaques politiques ? Un officier européen résume la situation dans une note interne. Nous avons sous-estimé la profondeur symbolique d'un convoi. À Ouagadougou, la lecture change également. L'État n'agit plus seulement en réactif, mais en acteur capable de redéfinir son rythme. Dans les capitales sahéliennes voisines, l'expérience burkinabé est examinée comme un précédent technique crédible. Les ministères réévaluent leurs priorités. Les alliances régionales se resserrent. Les villages autrefois vidés voient réapparaître des patrouilles régulières, même limitées mais visibles, créant un sentiment de réancrage progressif. La dynamique ne revient plus en arrière. Les opérations se densifient, les communications se stabilisent, les axes abandonnés sont réinvestis. Chaque geste reste modeste, mais l'ensemble forme un mouvement suffisamment cohérent pour imposer une lecture nouvelle. La décision souveraine n'est plus une abstraction. Elle laisse une empreinte mesurable, lisible, reproductible. C'est le début d'un cycle où l'acte précède le discours. Un renversement dont l'épicentre
pour beaucoup d'observateurs, demeure associé à la trajectoire d'Ibrahim Traoré. Le basculement devient pleinement lisible lorsqu'on observe un mouvement net, un passage mesurable d'un niveau de référence vers un écart précis, structuré par un cadre baseline delta qui révèle comment une décision souveraine modifie la capacité réelle d'un État. 1. Temps de réaction, 72 heures, 18 heures. Avant la réorganisation, les unités mettaient en moyenne 72 heures pour répondre à une alerte majeure dans le Nord, freinée par des autorisations fragmentées, une logistique incertaine et des véhicules vieillissants. Après l'introduction des systèmes SR5 et VN22B, les exercices internes montrent une moyenne réduite à 18 heures. Cette contraction souligne que la maîtrise du temps reconfigure directement la portée opérationnelle. Une logique simple mais décisive pour chaque déplacement. 이 센서 전부 2. Couverture territoriale, 40%, 63%. Pendant des années, seuls 40% des zones rurales prioritaires recevaient une présence régulière de patrouilles ou de visites sécuritaires, laissant de vastes espaces sans ancrage étatique stable. 3 mois après la modernisation, les rapports internes confirment une couverture remontée à 63%, un seuil jamais atteint depuis plus d'une décennie. Cette progression montre que la mobilité accrue élargit réellement le périmètre d'action de l'État. 3. Disponibilité du matériel. 48%, 82%. Historiquement, seuls 48% des véhicules militaires étaient opérationnels à un instant donné, immobilisés par panne, manque de pièces ou délai de maintenance. Avec les livraisons Narinco et l'amélioration des protocoles de réparation, la disponibilité s'établit désormais autour de 82%. Cette hausse indique que la fiabilité mécanique crée une régularité institutionnelle durable. Ces 3 évolutions ne décrivent pas un triomphe, mais une structure nouvelle. Là où l'État reculait, il réapparaît. Là où la réaction était sporadique, elle devient cohérente. Là où la dépendance imposait le tempo, l'initiative locale reprend la main. Elles éclairent également la manière dont la trajectoire burkinabé se déploie, non pas par un choc spectaculaire, mais par un enchaînement de micro-écarts, chacun suffisamment concret pour modifier les repères opérationnels et politiques. Dans plusieurs réunions internes, ces données ont été présentées non comme des résultats définitifs, mais comme des signaux précurseurs d'une reconstruction doctrinale. Elles alimentent aussi la crédibilité régionale d'Ibrahim Traoré, non pour une dimension héroïque, mais parce que les chiffres attestent d'une cohérence entre décisions politiques, matériel disponible et capacité d'action réelle. L'effet est double, un renforcement interne et une relecture extérieure des marges de manœuvre burkinabé. Cette dynamique produit également des inflexions perceptibles au-delà des frontières nationales. Les partenaires qui voyaient le Burkina Faso comme un acteur dépendant constatent désormais des capacités inattendues. Les institutions régionales reconnaissent une stratégie fondée sur la souveraineté opérationnelle plutôt que sur l'assistance conditionnelle. Sur le terrain, les populations observent des changements tangibles. Routes moins désertées, patrouilles plus régulières, communication stabilisée. Ces 3 chiffres ne disent pas tout, mais ils suffisent à montrer qu'un seuil a été franchi. La mécanique interne retrouve une cohérence, la dynamique régionale s'ajuste, et la trajectoire burkinabé devient un point de comparaison plutôt qu'un cas isolé. L'essentiel se joue désormais dans la manière dont cette progression sera prolongée, consolidée ou, au contraire, fragilisée. 2 lectures opposées émergent dès que l'on tente d'interpréter la transformation du Burkina Faso. La première, défendue par certains analystes extérieurs, avance que le réalignement stratégique en cours risque de créer une dépendance nouvelle, simplement déplacée vers un autre partenaire. Selon cette lecture, la rapidité du virage pourrait resserrer les marges diplomatiques, fragiliser certains équilibres internes et réduire la capacité d'arbitrage autonome. Elle souligne aussi qu'une coopération militaire concentrée pourrait, à terme, enfermer l'État dans un schéma d'allégeance difficile à redéfinir si le contexte régional changeait brusquement. La seconde lecture, portée par de nombreux observateurs africains, formule l'argument inverse. Pour eux, le basculement actuel n'est pas une substitution,
mais une libération après des décennies d'assistance conditionnelle aux résultats limités. Les programmes antérieurs n'ont pas stabilisé les zones rurales, les populations n'ont pas observé d'amélioration durable et les dynamiques d'insécurité ont souvent persisté malgré l'empilement des initiatives internationales. Explorer une alternative, dans cette perspective, n'est pas un risque, mais une réparation logique, et surtout une opportunité d'élargir l'autonomie régionale en coordination avec le Mali et le Niger. Pour dépasser ces deux positions, il faut revenir aux données disponibles. Rien n'indique pour l'instant une perte de marge décisionnelle. Les choix matériels, les modalités d'emploi et les orientations doctrinales proviennent de l'état-major burkinabé lui-même. Les résultats mesurables observés, temps de réaction ramené à 18 heures, couverture effective augmentée à 63%, disponibilité du matériel portée à 82%, pointent vers une consolidation interne plutôt qu'une contrainte. De plus, la coordination régionale en cours repose sur un intérêt partagé et non sur une relation verticale. De cette synthèse émerge une position Stillman robuste. La critique du risque de dépendance demeure légitime sur le plan théorique, notamment dans un environnement instable. Mais les données actuelles montrent un élargissement du pouvoir d'action, une autonomie opérationnelle accrue et une cohérence doctrinale renforcée. L'enjeu n'est donc pas de savoir si le Burkina Faso a changé d'appui, mais s'il a augmenté son espace de décision, et pour l'heure, les faits disponibles indiquent que oui, une frontière vient de bouger. Cette mutation, en apparence silencieuse, apparaît lors d'une inspection nocturne à Kaya. Les nouvelles unités burkinabées ne se contentent plus de tenir leur position. Elles peuvent désormais appuyer les forces maliennes en moins d'une demi-journée. Ce détail technique semble mineur, mais il renverse une logique vieille de 20 ans, celle où chaque pays du Sahel agissait isolément, dépendant de soutiens extérieurs imprévisibles. La révélation du midpoint tient dans cette translation discrète. Une modernisation nationale devient une capacité régionale tangible. Les officiers maliens parlent d'un corridor de réaction commune, tandis que certains responsables nigériens y voient la base d'une doctrine transfrontalière. Dans les notes internes, l'idée s'impose que l'effet du convoi dépasse largement le Burkina Faso. À Ouagadougou, cette évolution est lue comme une recomposition stratégique plutôt que comme un épisode ponctuel. La figure d'Ibrahim Traoré sert ici de pivot, non pas un symbole héroïque, mais un point de cohérence reliant décisions politiques, montée en capacité et coordination régionale. La dynamique change d'échelle. Ce qui semblait local devient un précédent. La bascule est désormais irréversible. Une décision nationale transforme un environnement entier. Les effets du basculement burkinabé ne se lisent pas seulement dans les arsenaux ou les rapports diplomatiques. Ils se diffusent en strates successives à travers la société, l'économie et la région. Pour saisir cette épaisseur, il faut observer comment 4 groupes, population rurale, NN, acteurs économiques locaux, DN, institutions nationales, ND, et partenaires régionaux, KV, ont absorbé les premières vagues du changement impulsé sous la trajectoire associée à Ibrahim Traoré. Top C, ACD, 1. Population rurale, NN. Dans le nord et l'est, la transformation la plus visible concerne le retour progressif de l'État. Les habitants de zones longtemps délaissées ont vu réapparaître des patrouilles régulières, soutenues par des véhicules enfin fonctionnels et des communications plus fiables. Les marchés hebdomadaires, presque abandonnés, se reforment timidement, quelques étals, puis des stands complets, signe d'une confiance encore prudente, mais réelle. Certaines familles réoccupent des parcelles cultivées après des années d'exode interne. Une phrase revient souvent dans les témoignages. Ce n'est pas la fin de la peur, mais la fin de l'attente. Cette présence rythmée, même fragile, crée une stabilisation que l'aide internationale, malgré des budgets importants, n'avait jamais su produire durablement. 2. Acteurs économiques, DN. Pour les petites entreprises, transporteurs ou coopératives agricoles, l'amélioration partielle des axes routiers agit comme un accélérateur immédiat. Moins de jours de fermeture, moins d'interruptions logistiques, moins de pertes liées aux détours forcés. Certains transporteurs rouvrent des trajets abandonnés depuis des années. De nouveaux ateliers mécaniques apparaissent pour entretenir le matériel récemment introduit. Une microéconomie
renaît là où les flux commerciaux s'étaient figés. Ce n'est pas une croissance consolidée, mais le retour d'un cycle interrompu, un signal que les marges d'activité reprennent forme, même modestement. Pour ce segment, l'effet concret prime largement sur les débats géopolitiques. 3. Institutions nationales, ND. Le changement est ici plus structurel. La réduction du temps de réaction, l'élargissement de la couverture territoriale et la disponibilité accrue du matériel modifient la façon dont les ministères planifient leurs opérations. Les décisions ne reposent plus systématiquement sur des arbitrages extérieurs. Elles s'ancrent davantage dans une capacité d'action interne. Les cadres administratifs, auparavant cantonnés à des rôles de transmission, participent désormais à la conception de programmes sécuritaires ou logistiques. Cette montée en capacité renforce indirectement la position d'Ibrahim Traoré, perçu comme cohérent dans son articulation entre doctrine, matériel et action étatique. La machine institutionnelle retrouve une continuité opérationnelle qui lui manquait depuis longtemps. 4. Partenaires régionaux, KV. Pour le Mali, le Niger et d'autres États sahéliens, les implications dépassent la simple observation. Elles ouvrent des perspectives techniques et politiques. L'expérience burkinabé sert d'argument en faveur d'une défense autonome crédible. Les réunions tripartites se multiplient, les doctrines convergent, des scénarios d'assistance mutuelle émergent. Dans certaines capitales, l'impact psychologique dépasse l'impact matériel. Si un pays perçu comme vulnérable peut évoluer si rapidement, alors la région peut envisager une recomposition indépendante des structures extérieures. Le Burkina Faso devient un point de comparaison, un révélateur plutôt qu'un cas isolé. Au total, ces 4 couches dessinent une transformation à plusieurs vitesses mais cohérente. Une dynamique où l'effet local nourrit un effet régional, où l'amélioration opérationnelle se traduit en signaux économiques et où l'ajustement institutionnel nourrit une perception renouvelée du pays. La trajectoire initiée ne garantit rien, mais elle fixe un cadre nouveau, un espace d'action élargi que les mois suivants devront confirmer, étendre ou stabiliser. Les prochains mois détermineront si la trajectoire engagée s'installe, s'amplifie ou se fragilise. Plutôt que de prédire, il s'agit de décrire 3 marges plausibles, chacune fondée sur la continuité ou l'inflexion des dynamiques déjà observées. Ces scénarios ne sont pas des certitudes, ce sont des cadres de lecture permettant d'anticiper les variations possibles d'un système en recomposition. 1. Scénario central, progression maîtrisée. Dans cette trajectoire médiane, le pays poursuit l'amélioration de ses capacités sans saut spectaculaire. Les opérations conjointes avec le Mali et le Niger deviennent plus régulières mais restent concentrées sur les zones prioritaires. Les 3 indicateurs majeurs évoluent légèrement. Un temps de réaction qui se stabilise autour de la nouvelle moyenne, une couverture territoriale en extension lente, une disponibilité matérielle soutenue par une maintenance plus rigoureuse. Les partenaires extérieurs adoptent une attitude prudente, ni opposition frontale, ni soutien massif. La stabilisation se ressent d'abord dans les régions où l'État est déjà revenu. Ce scénario suppose une continuité institutionnelle et l'absence d'événements perturbateurs majeurs. 2. Scénario optimiste, entraînement régional. Ici, la dynamique dépasse la logique interne. Les mécanismes de partage d'informations s'uniformisent, les corridors transfrontaliers se sécurisent et des programmes de formation intégrés voient le jour. L'effet d'entraînement se propage à d'autres secteurs. Mobilité, infrastructures légères, coordination administrative. Le pays devient un nœud technique plus qu'un simple bénéficiaire. Les populations constatent une différence visible. Davantage de zones réinvesties, une économie locale moins entravée, un sentiment d'ancrage progressif. Ce scénario exige cependant une forte cohésion politique entre États sahéliens et une capacité collective à absorber les frictions logistiques. 3. Scénario de friction, inertie prolongée. Dans cette hypothèse, les pressions extérieures ou les contraintes internes ralentissent la progression. Les opérations conjointes deviennent irrégulières, les zones réinvesties se stabilisent difficilement. Certaines régions redeviennent difficiles à contrôler. Les institutions peinent à maintenir le rythme des ajustements et un scepticisme diffus réapparaît dans les populations,
non pas sous la forme d'un rejet, mais d'une fatigue. Ce scénario n'implique pas une régression totale. Il décrit une stagnation prolongée qui diluerait l'élan initial et compliquerait la consolidation. Conseil de méthode. Pour appréhender ces 3 trajectoires, une règle simple s'impose. Suivre le mouvement, non les annonces. Les dynamiques les plus révélatrices apparaissent dans les écarts mesurés, les ajustements administratifs et les comportements des communautés locales. Le véritable indicateur réside moins dans les discours que dans la persistance ou la rupture des signaux observables. Observer cette trajectoire ne signifie pas la même chose pour tous les lecteurs. 3 groupes distincts perçoivent le même mouvement à travers des filtres différents, chacun projetant ses attentes, ses inquiétudes ou ses repères sur la transformation en cours. C'est dans cette pluralité de regards que se mesure réellement la portée du changement, non pas seulement dans les chiffres ou les rapports, mais dans la manière dont il résonne dans l'esprit de ceux qui le suivent à distance ou qui le vivent de près. 1. Lecteur orienté dynamique globale. Pour ceux qui scrutent les recompositions internationales, le cas burkinabé illustre une transition discrète mais profonde. Ils y voient un exemple concret de la manière dont des États longtemps considérés comme périphériques parviennent à réécrire leur marge de manœuvre sans passer par les circuits traditionnels. Ce public retient la rapidité du basculement, la manière dont certaines capitales étrangères réévaluent leurs analyses et la possibilité que cette dynamique serve de test pour la robustesse de leurs certitudes diplomatiques. 2. Lecteurs confrontés à l'insécurité ou à la précarité. Pour les personnes vivant dans des contextes d'instabilité, le récit parle d'abord d'expériences vécues, le retour d'une patrouille régulière, la réouverture d'un marché, un axe redevenu praticable. Le changement n'est pas abstrait. Il se mesure dans la capacité de retrouver un rythme quotidien, même fragile. Ce public lit l'histoire comme un souffle repris après des années d'usure. 3. Lecteurs focalisés sur les mécanismes institutionnels. Pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement des États, cette trajectoire devient un laboratoire. Ils observent comment une décision militaire peut déclencher une recomposition administrative, influencer la diplomatie régionale et redéfinir des rôles internes. Ils perçoivent autant les opportunités que les risques. Équilibre entre autonomie et stabilité, gestion d'une capacité nouvelle, continuité doctrinale dans un environnement mouvant. Ces regards convergent vers une question partagée. Comment un pays transforme-t-il réellement sa trajectoire lorsqu'il modifie ce qu'il fait, et pas seulement ce qu'il dit? Pour qu'un élan politique et sécuritaire devienne une trajectoire durable, il faut une méthode, un calendrier et des critères d'évaluation précis. La feuille de route qui émerge des pratiques observées sur le terrain repose sur 5 étapes successives, chacune associée à un acteur responsable, une action définie et un indicateur mesurable. Cette structuration reflète la cohérence recherchée par les équipes qui accompagnent la dynamique enclenchée sous la direction associée à Ibrahim Traoré, où l'efficacité repose moins sur la rhétorique que sur la régularité des gestes opérationnels. 1. Uniformiser les protocoles techniques, responsables, équipe logistique nationale. Action. Harmoniser les procédures de diagnostic, de réparation et de suivi. Mesure. Pourcentage hebdomadaire de véhicules effectivement opérationnels. Cette étape fixe le socle. La mécanique fiable conditionne toute planification. 2. Construire un calendrier commun d'exercices, responsable. État-major du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Action. Instaurer une grille d'échange d'informations et des exercices synchronisés. Mesure. Nombre d'opérations conjointes exécutées dans les délais. C'est le passage d'une coordination ponctuelle à une cadence régulière. 3. Sécuriser 3 axes stratégiques, responsables, commandements territoriaux. Action. Rétablir des corridors permettant le retour des infrastructures civiles. Mesure, fréquence des patrouilles et réouverture progressive des marchés locaux. Chaque axe devient un laboratoire de faisabilité. 4. Renforcer les capacités d'analyse interne. Responsable, ministères sectoriels. Action. Créer des cellules capables de planifier sans dépendance méthodologique extérieure. Mesure. Nombre de plans opérationnels produits localement. La consolidation passe par l'autonomie des diagnostics. 5. Stabiliser la relation avec les populations responsables. Administration communautaire.
Action. Instaurer des rencontres régulières pour réduire rumeurs et incertitudes. Mesure taux de participation et retour des communautés.